Soyez bienvenus, nous sommes heureux de vous accueillir pour cette internationale, édition spéciale, bien sûr, marquée par l'actualité que nous sommes en train de vivre en France et qui trouve un retentissement international très fort. Vous avez vu tout cela dans nos éditions. Faut-il rappeler la série d'attentats, les 128 morts, 352 blessés actuellement, dont de très nombreux dans un état grave. Nous avons choisi de consacrer donc cette édition à la situation. Si l'on paraphrasé Paul Éluard, Paris, capitale mondiale de la douleur, pourrait-on dire. Et nous accueillons aujourd'hui deux spécialistes reconnus et éminents de cette actualité. Gilles Kepel, merci d'être des nôtres. Bonjour. Vous êtes spécialiste de l'islam, politologue. Vous écrivez depuis de très nombreuses années sur la question notamment de l'islam et des banlieues. Nous avons hâte de vous entendre. À vos côtés, Bernard Godard, consultant. Vous avez été appelé Monsieur Islam du ministère de l'Intérieur. Vous avez beaucoup travaillé également sur ces questions. Vous nous parlerez de la réponse de l'État français à cette situation. Beaucoup de questions donc à vous poser avec Sophie Malibaud de Radio France Internationale et Christophe Ayat du Monde également avec nous. Beaucoup de questions, peut-être la première, alors qu'actuellement, dans Paris, ce sont des moments de recueillement. Après la stupeur, après la douleur, vous voyez, c'était cette nuit, avec ces bougies, ces très nombreux Parisiens ou visiteurs de Paris qui sont venus se recueillir. Deux questions à vous poser à l'un et à l'autre. Ce matin, encore, François Hollande et Manuel Valls, donc président de la République française et Premier ministre, parlent d'une situation de guerre. Ce mot est contesté, il a une résonance très forte. Est-ce que vous l'acceptez sans autre forme d'interrogation? Gilles Kepel. Alors, on peut dire effectivement qu'on est dans des situations de projection de guerre sur le territoire français. C'est-à-dire qu'on voyait la guerre à nos portes, on voyait la guerre en Yougoslavie, en Algérie, en Syrie, au Liban, et nous, on a l'impression qu'on en était immunes. Alors que, en particulier, quand on a eu les récits de ce qui s'est passé au Bataclan, avec donc cet établissement parisien où 89 personnes ont été tuées. Ont au moins trouvé la mort pour l'instant, et il y a de très nombreux blessés qui sont entre la vie et la mort, malheureusement. Les scènes qui nous ont été décrites ressemblaient à des scènes, sinon de guerre conventionnelle, en tout cas de pays dans lesquels le terrorisme a créé une situation de guerre. Et notamment, les kamikazes. Bien sûr, puisque c'est la première fois que nous avons... Alors, le terme encore est impropre, parce qu'ils n'ont pas pris des avions pour se faire exploser. Mais c'est la première fois que des gens se font exploser sur le territoire français de cette manière-là, même si c'est sans doute la partie la moins réussie de leur point de vue de l'opération. Car c'est le mitraillage qui a fait les morts, et les kamikazes, finalement, n'ont pas été aussi efficaces qu'ils auraient pu l'être. Mais ça, c'est un premier point. Le deuxième, c'est que cette situation de guerre, si vous voulez, elle apparaît en même temps comme peut-être un abus de langage, parce que nous sommes en guerre contre Daesh, d'une certaine manière, contre un pseudo-État, mais on n'a pas les formes de la guerre à proprement parler. Donc je pense que le terme le plus exact, c'est celui de terreur. C'est la terreur dans l'Hexagone, hein, c'est le titre du livre que j'ai publié là-dessus au mois de janvier. Et en même temps, il faut bien penser que nous sommes dans une situation où Daesh souhaite créer la guerre. L'objectif de Daesh, c'est la guerre civile en Europe. Je pose la même question à Bernard Godard. Est-ce que vous acceptez, est-ce que vous réfutez ce mot de guerre qui est utilisé actuellement? La question, c'est de savoir pourquoi Daesh s'attaque en priorité à la France. Or, elle est en guerre contre... Daesh est en guerre contre l'ensemble des coalisés. Donc, du coup, pourquoi la France? Et c'est là la question qui se pose. Et je crois qu'il y a c'est un peu plus compliqué qu'une simple guerre. C'est-à-dire qu'avec un conflit, même si c'est un conflit asymétrique, si c'est avec un ennemi identifié, donc c'est un peu plus compliqué. Est-ce que... Sophie Malibaud, puis Christophe Ayat. Je pose la question à tous les deux. Est-ce que cette dénomination, cette façon de nommer la guerre, avec beaucoup d'insistance, avec un ton martial, etc., est-ce que ça ne risque pas d'avoir pour effet, justement, de faire exactement ce que veut cette organisation de l'État islamique, c'est-à-dire d'être prise pour un État, puisqu'on est dans une guerre... C'est vrai que c'est quelque chose qui va un peu dans ce sens-là. Ça va un peu dans le sens de ce que Daesh veut. Ça a aussi une autre fonction intérieure, c'est-à-dire la guerre
guerre, ça veut dire l'union sacrée, la mobilisation de tous. Il ne faut pas oublier que nous sommes aussi une société dans laquelle il y a des enjeux politiques très importants. Marine Le Pen est cavalcade pour les élections régionales bientôt. La guerre, ça veut dire l'union sacrée derrière les élites gouvernantes actuelles. Ça, malheureusement, on ne peut pas l'oublier. Je crois aussi qu'il y a un problème, c'est que nos dirigeants politiques sont très ignorants de ce qui se passe dans la région. Manuel Valls et François Hollande ne s'intéressent pas du tout à l'analyse en profondeur de ce qui se passe dans le monde arabe. Ils ont refusé de créer des études arabes, aujourd'hui de les remettre en place. On fait beaucoup de martial, on fait beaucoup de mouvements de menton et on fait très peu de fond. Et c'est ça le gros problème aujourd'hui auquel nous sommes confrontés avec l'État. Gilles Kepel, cette guerre dont parle le président et le Premier ministre, elle a commencé où et quand? Est-ce qu'elle a commencé au Mali? Est-ce qu'elle trouve sa source en Syrie, en Irak, dans l'intervention française en Irak, dans la guerre civile en Syrie ou dans l'intervention française au Mali notamment? C'est difficile de répondre exactement à votre question parce que ça voudrait dire qu'on accepte qu'il y a effectivement une guerre. Mais la guerre telle qu'il la définit, effectivement, en effet, elle s'inscrit dans quelque chose qui est la nouvelle définition de ce à quoi sert un ministre des Armées. Autrefois, le ministre des Armées était décoratif. Or, aujourd'hui, dans l'actuel gouvernement, si tant est qu'il reste ministre de la Défense, puisque, là encore, il est candidat aux élections en Bretagne, qui serait l'une des manières pour la gauche de garder la Bretagne, ce qui pose un énorme problème. Est-ce que le ministre de la Défense peut être vu en train de distribuer des tracts au marché de Plougastel, si vous voulez? Ça, c'est un... Mais c'est un... il est le premier à avoir suspendu sa campagne, d'ailleurs. Oui, ça n'est pas une question anodine. Ça vous montre aussi la difficulté qu'a l'État dans ses formes régaliennes aujourd'hui à se penser et également à utiliser ce terme de guerre qui est finalement assez flou. Est-ce que c'est... Alors si on dit il y a un peu de Mali, il y a un peu de Syrie, il y a un peu de Yougoslavie, un peu de Centrafrique, est-ce que ça fait une guerre? On peut se dire, ça c'est des opérations extérieures. Et tout d'un coup, voilà que ça nous arrive dans la figure au Bataclan, rue de Charonne et à Oberkampf. Mais qu'est-ce qui fait... Quand est-ce qu'on est rentré dans le collimateur de Daesh, de ces groupes? On est entré dans le collimateur relativement tôt, entre autres choses, parce que nous avons... là, on dit toujours que la France n'exporte rien, c'est pas vrai. C'est le plus gros exportateur net de djihadistes, d'armes et de djihadistes européens. Hein. Par rapport à la population, c'est la Belgique. En termes relatifs, la Belgique et le Danemark nous donnent le pion, mais en termes absolus, c'est nous. Et de ce fait, vous avez aujourd'hui, à l'intérieur des cellules djihadistes syriennes, un assez gros réseau francophone. Vous avez tout un système de médias francophones. Le communiqué de Daesh revendiquant les attentats en était le produit. On ne savait pas d'ailleurs très bien, je ne sais pas si vous avez regardé, s'il était en français ou en arabe. Il est fautif en français. Le texte arabe est meilleur, mais il fait allusion dans le texte arabe à des choses que seuls des gens nés en France peuvent connaître. Donc on ne sait plus très bien où ils sont eux-mêmes. Mais on a un gros contingent francophone chez Daesh, il n'y a aucun doute là-dessus. Et je crois que ça aide à faire en sorte que ceux-ci désirent faire la guerre contre le pays de mécréance dont ils sont issus. Bernard Godard, est-ce que vous trouvez que ce fait justement donc de parler de guerre et donc d'assimiler quasiment Daesh à un État peut avoir des effets pervers dans la lutte contre ce mouvement? Je ne crois pas, pour répondre indirectement à la question aussi. Je pense que ça a commencé au Mali parce qu'il faut savoir quel est l'ensemble politique, enfin les hommes politiques qui ont nettement identifié cela comme guerre, c'est au Mali. Et quand on a commencé la guerre au Mali, c'est-à-dire qu'on a dit on est en guerre contre le terrorisme. C'est-à-dire que le terrorisme devenait un objet beaucoup plus large que simplement la lutte contre des groupes qui souterrainement s'attaquaient. Donc on a défini un ennemi, parce que c'est ça aussi la guerre, c'est définir l'ennemi. Donc cet ennemi est défini et on est rentré dans cette logique. Mais pour répondre à votre question, je ne crois pas que Daesh, effectivement, ait intégré ce genre, ou les autres ont intégré ce phénomène, mais ce phénomène s'est installé petit à petit et du côté, si vous voulez, du gouvernement, il y a eu effectivement cette acceptation d'être l'aile avancée d'une guerre contre un ennemi qui est le terrorisme et qui se trouve être un pseudo-État, mais certains sont partisans de le qualifier d'État. Pour continuer sur ce que dit Bernard, dans leur vocabulaire, en fait, c'est un djihad. Hein, ils le perçoivent à travers des catégories islamiques, c'est-à-dire c'est un effort offensif
pour attaquer les pays ennemis. Et dans le communiqué, donc, qui est les attaques bénies de Paris contre la France croisée, puisqu'il y a beaucoup d'arabophones qui nous écoutent, le terme c'est « El Ghazwat Baris El Mubaraka ala Fransa al-Salibiyya », c'est-à-dire la razzia mot à mot bénie de Paris contre la France croisée. Le mot razzia béni, donc Ghazwa Mubaraka, c'est un terme qui est systématiquement utilisé. Par exemple, à New York, le 11 septembre, c'était et à Washington, il y en avait deux, El Ghazwatain El Mubarakatain, c'est-à-dire le duel en arabe, les deux razzia bénis, razzia venant le français, razzia venant de l'arabe, razwa justement, qu'on dit raid en anglais, qui c'était celle de Washington-New York. Donc dans leur vision du monde, dans leur Weltanschauung pour les germanistes, on a un djihad qui prend des formes d'attaque armée, un peu comme, si vous voulez, pendant 8 siècles, il y a eu des raids, des razzias régulières contre Byzance jusqu'à l'effondrement de l'Empire byzantin. Quelles peuvent être les réponses? On attend demain l'intervention du président de la République française, François Hollande, devant l'ensemble des parlementaires, ce que l'on appelle le Congrès. Quelles peuvent être les réponses? Elles vont être militaires ou diplomatiques. Et on pense notamment à la fameuse question de savoir si on doit ou non parler avec Bachar el-Assad. Alors effectivement, c'est un débat qui a notamment pris beaucoup d'ampleur. Hier soir, j'ai entendu François Fillon expliquer qu'il fallait traiter... Alors oui, il est moins avancé. Juppé il ne faut pas avoir deux ennemis en même temps, voilà. Il faut hiérarchiser. Mais c'est différent. Mais alors que François Fillon, lui, a dit qu'il fallait travailler avec Bachar el-Assad, donc pour l'instant. Je crois que là, on est dans une situation où, en fait, vous avez deux terrains. C'est la grande différence entre la troisième génération du djihad, celle d'aujourd'hui, et celle de Ben Laden, qui était la deuxième, et d'Al-Qaïda. Vous avez un territoire, alors c'est pas forcément un État, eux disent qu'ils sont un État, l'État islamique, en arabe on l'appelle d'ailleurs en manière courte la doula en maghrébin, c'est-à-dire l'État, et qui est un territoire, un petit territoire avec quelques dizaines de milliers de combattants de niveaux différents, et qui donne le sentiment d'être David contre Goliath, si j'ose dire, parce qu'ils n'aiment pas tellement les Juifs, évidemment. Et ça donne un moral extraordinaire à tous ceux qui se projettent en eux. Voilà, ils résistent, c'est parce que Dieu les aide, ils sont contre la coalition des armées internationales. Mais justement, que peut faire la France? Renforcer l'effort militaire, aller au sol par exemple, ou bien faire de la diplomatie et travailler avec Bachar el-Assad? Il va falloir passer à une phase militaire, on y est déjà. Plus accentuée, oui, mais elle ne peut pas être simplement une phase française où la France a bombardé 2-3 cibles. Ça n'a pas donné un grand résultat, c'est le moins qu'on puisse dire. Les autres sont allés. Donc, est-ce qu'il y a eu un pas de trop, comme le 11 septembre pour Ben Laden, paradoxalement? Est-ce que ce qui s'est passé hier fait qu'il va y avoir une coalition of the willing, d'intérêts de ceux qui vont se coordonner pour détruire l'État islamique? Parce que si tout le monde s'y met, l'État islamique ne va pas durer longtemps. Ouais. Mais tant que vous aurez un certain nombre de richards des divers pays du Golfe qui le paieront, ou des milieux turcs qui lui achèteront son pétrole, etc., il va rester. Il y a toujours, dans cette espèce de... Il y a des gens qui ont intérêt à l'État islamique. On parle beaucoup d'Assad, mais est-ce que le problème, ce n'est pas tant Assad que de travailler d'être l'allié de pays qui, objectivement, n'ont pas un intérêt fondamental à la lutte contre Daesh? Je pense à la Turquie, qui a utilisé Daesh contre les Kurdes. Je pense aux pays du Golfe, qui ont utilisé Daesh et les groupes autour contre Assad, justement, qui était notre ennemi principal. Donc, est-ce que nos alliances ne sont pas un handicap? Pour la Turquie, effectivement, c'est compliqué, parce qu'on voit bien comment la campagne présidentielle qui a permis à Erdogan d'être réélu a utilisé la référence au terrorisme comme un élément de peur dans la société. Les Turcs ont eu peur que s'ils donnaient leur voix au parti démocratique pro-kurde, etc., ça allait être le chaos comme en Syrie. Et finalement, ils ont voté pour l'ordre, fût-ce un ordre autoritaire, mais qui éviterait à la Turquie de basculer dans le chaos syrien. Pour les Saoudiens, c'est plus compliqué, parce que les Golfiotes ont abondamment financé Daesh, sans le dire, avec des fonds privés, mais liés au pouvoir au début, parce que c'était l'occasion de casser l'axe Syrie, Iran, Hezbollah, etc. Maintenant, le problème, c'est qu'ils ont très peur que ça se retourne contre eux, comme Al-Qaïda s'est fait. C'est la main de Daesh, il va mordre Daesh va mordre la main qui la nourrit. En Arabie Saoudite, vous avez aujourd'hui de gros soucis
de transition au pouvoir, un pétrole très bas à $40. Vous avez aussi une inquiétude dans la classe dominante. Tout d'un coup, Daesh, qui est très populaire dans certaines couches en Arabie Saoudite, et le régime saoudien est très effrayé que Daesh, par exemple, s'empare de Damas. Et si Daesh s'empare de Damas, à ce moment-là, la légitimité des Saoudiens va voler en éclats. Qu'est-ce qu'il leur reste? Sophie Malibaud. Bernard Godard, est-ce que vous pensez que l'horreur des crimes qui ont été commis là sur le sol français n'est pas aussi de nature, à repousser peut-être certains des candidats au djihad? Parce que quelquefois, leur engagement dans le djihad est assez superficiel, assez récent. Certain, comme on le dit. Alors, est-ce que ça va? Parce qu'il y a eu sans doute des victimes indiscriminées, aussi bien musulmanes que de toute confession, aussi bien au Bataclan que aux terrasses de café, etc. Est-ce que ça ne peut pas avoir un effet pervers aux yeux pour le recrutement au sein de Daesh? Alors le fait qu'il y ait des victimes musulmanes, ça n'a aucun effet. C'est-à-dire que ça ne convainc pas les gens qu'il ne faut pas s'engager dans ce djihad. On a déjà eu les preuves dès les premiers attentats, c'est en 86, quand il y a eu des victimes musulmanes dans les attentats de la rue de Rennes, ça n'a pas du tout convaincu les musulmans qui s'engageaient dans le djihad de ne pas y aller. Donc ça, c'est la première chose. Deuxièmement, par rapport, est-ce que le fait que ça va convaincre les gens de ne pas aller dans ce genre d'horreur, il faut voir aussi quel est le processus qui engage les gens dans ce genre d'horreur. Parce que c'est là qu'il y a plusieurs données. Il n'y a pas que la géopolitique et de la religion, il y a de la pathologie, il y a un certain nombre de choses. Donc les gens rentrent dans une logique, alors on a dit sectaire, mais c'est un peu plus compliqué que ça, mais effectivement, les gens qui rentrent dans cette logique sont en dehors d'une logique de sensibilisation par rapport à la mort. Christophe Ayat. Je suis à la fois d'accord avec Bernard Godard sur l'exemplarité, je crois que c'est. En même temps, il y a une différence, me semble-t-il, par rapport à janvier. En janvier, vous aviez, et de l'hypercacher. Vous aviez des cibles identifiées, incriminées comme des méchants. Les dessinateurs de Charlie, entre guillemets, les apostats, entre guillemets, et les juifs, sans guillemets. Là, l'attentat est aveugle, c'est-à-dire qu'on a tué tout le monde, et probablement y a-t-il eu dans un quartier branché où il y a à la fois des bobos et des enfants d'immigrés, un certain nombre de gens qui ont été tués qui correspond à la répartition de la société française, il y a probablement entre 25 et 30% de personnes issues de l'immigration musulmane qui ont été tuées, et on le voit aussi parce qu'on entend qui a perdu son... Bien sûr. La question, c'est dans quelle mesure est-ce que, justement, les terroristes vont être capables de mobiliser significativement des gens, parce qu'on a eu Charlie, je suis Charlie, je ne suis pas Charlie. Je ne suis pas Charlie parce que, bien fait, le prophète, et puis parce que je... Il y a un hashtag dans le monde entier, je suis Paris, aujourd'hui. Voilà. Oui, alors ça, c'est tout à fait différent, parce que comment est-ce qu'on peut s'identifier? Alors là, dans le communiqué de Daesh, c'est assez clair, ils indiquent que c'est la dépravation qu'ils ont visée. Donc les dépravés, même s'ils s'appellent Ahmed ou Fatima, les dépravés qui allaient au concert de Fasidine, je ne sais plus quel terme on a. Jusqu'à quel point vous pensez que c'est calculé tout ça? Parce qu'on s'interroge toujours à chaque fois que des attentats sont commis sur la façon... Jusqu'à un certain point, parce qu'en fait, on a eu, après Charlie, on a eu 3 pieds clés du djihad. On a eu Sid Ahmed Rlam, on a eu Ayoub El-Razani, et puis Yassine Salhi. Celui qui s'est tiré dans le pied, celui qui a égorgé son patron, et celui qui n'a pas su faire marcher sa mitraillette dans le Thalys. Et là, on a quelque chose qui est un peu entre c'est monstrueux, c'est le plus gros atteint sur le sol français, mais par rapport à ce qu'il voulait faire, c'est très en deçà, puisqu'il y avait quand même les 3 kamikazes, enfin les 3 ceintures explosives, envoyés au Stade de France où se trouvait François Hollande, qui n'ont fait pas d'autres victimes quasiment qu'eux-mêmes, alors qu'il y avait 80 000 personnes massées. Et là, vous imaginez, évidemment, avec France-Allemagne, et le communiqué s'en targue, mais ils n'en ont pas véritablement fait grand-chose. Alors, ce que je vous propose, nous allons poursuivre notre entretien avec notamment des images qui nous parviennent, d'autres informations qui nous parviennent. Avant cela, sur les antennes de RFI et sur celles de TV5 Monde, nous allons faire justement un point d'actualité avant de nous retrouver toujours en direct. À tout de suite.